Je recommence. Je voudrais vous saluer tous et toutes au nom de l'Europe Direct de l'Université de Luxembourg, qui aujourd'hui, ensemble avec la représentation de la Commission européenne au Luxembourg, le bureau au Luxembourg du Parlement européen et la Robert Schuman Initiative for European Affairs de l'Université de Luxembourg, vous invitent à une conférence autour de l'Europe. On a deux prestigieux invités qui se sont joints à nous aujourd'hui, professeur René Lebout et Dr Stefan Koppelberg. Le professeur Lebout, il est très connu notamment aux étudiants et à la recherche de la grande région pour ses recherches, ses livres et son mentorat au niveau de l'enseignement au sujet de l'histoire de l'Europe. Dr Stefan Koppelberg est le nouveau représentant faisant fonction de la Commission européenne au Luxembourg. Avant de passer dans le vif du sujet, je passe la parole à ma collègue Madame Joana da Silva qui va vous informer sur la manière d'adresser vos questions parce que notre conférence d'aujourd'hui contiendra également un débat. Et donc, le professeur Lebout, aussi Dr Koppelberg, sont prêts à répondre à vos questions. Johanna, je t'en prie. Merci beaucoup, Elena. Donc, après la présentation de Monsieur Lebout, de professeur Lebout, il y aura une session questions-réponses et vous pouvez adresser vos questions par écrit via le chat. Donc, le chat il se trouve à droite. Vous ouvrez le panneau, vous sélectionnez All Panelists comme destinataire et après vous saisissez votre question de la zone de texte. Après, vous cliquez sur Send envoyer et votre question sera donc transmise au présenteur. Merci beaucoup. Merci. Pour revenir au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, notre manifestation est concentrée sur le passé, le présent et l'avenir de l'Europe. Sur le passé, on a un invité de marque, comme je l'ai mentionné, c'est le professeur René Lebout, professeur émérite de l'Université de Luxembourg, professeur des universités d'Aberdeen et aussi de l'Institut universitaire européen de Florence, qui est depuis de longues années, non pas seulement un enseignant, mais un chercheur féru de l'histoire de l'Europe sur plusieurs angles. Il est notamment réputé pour sa monumentale histoire économique et sociale de l'intégration européenne. Et plus récemment, il a souhaité donner une analyse des faits marquants de l'Europe unie du siècle dernier, donc 1919-2019. Et ça, c'est le regard sur le passé. Le présent et surtout l'avenir de l'Europe seront décortiqués par une personnalité qui préside à la politique européenne et notamment à l'actualité de l'Europe. Et ça, c'est Dr Stefan Koppelberg qui, depuis début septembre, est le représentant faisant fonction de la Commission européenne au Luxembourg et qui, auparavant, a été chef de la représentation régionale de la Commission européenne à Bonn et aussi chef de l'équipe de la Direction générale communication en charge de l'intelligence politique et économique. Donc voilà le passé, le présent et l'avenir de l'Europe dans ce regard croisé. Et sans plus tarder, je passe la parole au professeur René Lebout pour nous donner la vision de son analyse. Professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup. D'abord, est-ce que tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Oui. Bon, d'abord je voudrais évidemment remercier très chaleureusement Madame Danescu, que je connais depuis tant d'années et on a travaillé souvent ensemble et c'est toujours un plaisir d'avoir Madame Danescu à mes côtés parce qu'elle connaît tellement de choses et notamment
tout ce qui porte sur l'union économique et monétaire. Je voudrais aussi tout spécialement remercier le docteur Stefan Koppelberg, donc le représentant à Luxembourg de la Commission européenne, à une institution, la représentation luxembourgeoise, que aussi je connais fort bien pour avoir longuement fréquenté les bâtiments. Je crois que c'est la Place aux Herbes ou quelque part par là à Luxembourg. J'ai toujours eu d'excellents contacts avec les personnes qui travaillaient là. Et donc voilà, je crois que, ayant dit ceci, je pourrais peut-être débuter, si tout le monde est d'accord. Madame Danescu, je peux? Tout à fait. Voilà, donc vous voyez peut-être le titre qui apparaît et qui est mystérieux peut-être, Pro-Europa 1919-2019, et en fait c'est une paraphrase, si je puis dire, ou un titre qui est presque un copier-coller du livre de Robert Schuman, qui sont ses mémoires en fait, Pour l'Europe, qui est paru en 1963, et qui en fait, pour moi, c'est cela. Pour l'Europe, c'est pour, en avant, il faut aller en avant, ce que Robert Schuman a toujours fait. Je rappelle ceci dit, que Robert Schuman est luxembourgeois. Alors, dans cet ouvrage, je voudrais m'expliquer en 2 mots. Je ne veux pas insister là-dessus, mais les circonstances qui m'ont amené à écrire ce livre et surtout à l'achever. En fait, je l'ai commencé en 2016-2017, peu importe, mais je l'ai achevé précipitamment à l'automne 2018. Pourquoi? Parce que j'ai été très frappé, et le mot est faible, hein, très frappé par quelques événements. D'abord, il y a eu, mais je n'insiste pas là-dessus, l'effondrement du viaduc Morandi à Gênes le 14 août 2018. Et alors, ce qui m'a scandalisé là-dedans, c'est la réaction de certaines personnalités italiennes que je ne mentionnerai pas ici, mais qui ont immédiatement, le jour même, le soir même, accusé l'Europe d'être à l'origine de l'écroulement du pont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu comprendre que, en fait, l'Union européenne, l'Europe n'a rien à voir là-dedans. L'Union européenne fournit des aides, fournit des subsides, mais ne gère pas, évidemment, à la place des États membres. Bon, ça c'est quand même une leçon. Le deuxième événement de cette année 2018, c'est le 25 novembre, et là j'ai une diapositive, je pense, à ce propos-là, peu importe, c'est la signature du Brexit. Voilà, je vous ai donc le viaduc Morandi, je vous le laisse pour le côté triste épisode. Le Brexit, vous avez la décision du Conseil européen du 25 novembre 2018, et c'est ce jour-là même que j'ai mis ma signature au bas de l'introduction au livre. Donc c'était assez symbolique. Et pour moi aussi, c'était, je dois dire, allez, je vais dire le mot, j'étais fort énervé ce jour-là par le Brexit. Je peux comprendre, historiquement, il y a moyen de s'expliquer sur le Brexit, mais n'empêche, ce n'était pas un jour de gloire pour l'Europe. Par contre, ce qui est un jour de gloire, ça a été quelques jours plus tard, le 10 décembre. Parce que le 10 décembre, on fêtait le 70e anniversaire de la signature de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention des droits de l'homme, universelle, pardon. Et là, c'est évidemment le fondement de l'Europe, pas seulement de l'Europe, bien sûr, mais de notre Europe. Et alors, pour moi, c'était, et ça l'est toujours, évidemment, la pierre angulaire, la base, ce que j'ai appelé plus tard le socle de granit
de la construction européenne, mais le même jour, ou plutôt le lendemain, oui, bien entendu, le 10 décembre, on a bien rappelé, et il faut le rappeler, que l'Europe repose sur les droits de l'homme. C'est là le départ. Et le projet européen, avec toutes ces pérégrinations, tout ce qu'on peut imaginer, repose tout de même sur un partage de valeurs communes. Donc ceux qui ne sont pas d'accord, ça ne va pas. On a des valeurs communes, c'est ce que j'ai appelé le socle de granit, des valeurs européennes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Vous allez lire l'article 2 du traité de Lisbonne et vous avez la déclinaison de ce que constituent les valeurs de l'Europe. Et vous voyez tout de suite dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, état de droit, on en parle beaucoup pour le moment, respect des droits de l'homme, etc., etc. Et l'article continue, vous pouvez y retourner, évidemment. Vous avez évidemment les questions de tolérance, etc. Le lendemain, un fait divers, enfin, oui, si on peut appeler ça un fait divers, un jeune Italien qui était à Strasbourg devant le Parlement européen pour fêter le 70e anniversaire de la Convention des droits de l'homme a été abattu lors d'un événement sinistre sur le marché de Noël, en fait, par un énergumène qui a donc… Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que ce jeune homme était en fait un jeune Européen italien de la région de Trento qui était vraiment la jeunesse européenne active et qui voulait quelque chose et bon, voilà, cet homme a été assassiné. Et je voudrais terminer par donc ça c'est le contexte de mon écriture en décembre 2018, par un autre fait qui ne figure pas sur ce PowerPoint, mais qui est aussi en décembre 2018. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose d'extrêmement positif, en tout cas pour moi, c'est que 20 000 jeunes sont descendus dans la rue un peu partout dans les villes d'Europe pour défendre l'avenir pour le climat. Young for Climate, avec évidemment la célèbre Mademoiselle Thunberg en tête. Et ça a été pour moi, vous voyez, à la fois des choses qui ne vont pas et en même temps des fortes lueurs d'espoir. Et peut-être que la plus forte, c'est finalement quand j'ai vu les jeunes descendre dans la rue pour le climat. Résultat des courses, quand j'ai terminé ce livre, en fait, j'ai deux constatations m'avaient poussé à écrire ce livre. La première, c'est d'abord que on était et on est toujours encombré par des discours ambiants, pessimistes, délétères, et continuellement on met l'accent toujours sur ce qui ne va pas. Et souvent d'une manière parfaitement démagogique. Donc, on ne dit pas la vérité, on dit des contre-vérités, ou alors, ce qui est plus commun, mais aussi dangereux, on tient des propos qui sont ambigus. Ça, je n'aime pas du tout, bien sûr. Des propos ambigus, par exemple, on a parlé à propos du viaduc Morandi à Gênes, de Vincoli Europei, donc des labyrinthes européens, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est eux, évidemment, qui ont fait crouler le viaduc. On parle de démocratie illibérale, tous mots qui sont ambigus, qui prêtent à confusion, etc. Et vous pouvez en trouver quantité d'autres. Ça, c'est ce qui est négatif. Mais ce qui est aussi positif, ce sont les discours qui vont, à mon avis, vers l'avenir, et je reviens à l'affaire des jeunes pour le climat. Ça, c'est la première constatation que j'ai faite. Je me suis dit, voilà, on parle beaucoup
de discours ambigus et de démagogie, mais aussi il faut voir l'autre côté et il faut marcher avec les gens qui ont un discours positif. Et la deuxième considération, c'était que je me suis rendu compte, non pas qu'il n'existait pas d'ouvrage ou quelque chose à propos de l'Europe, il y en a en fait des bibliothèques entières. Ce qui manquait, à mon avis, ce qui manque, c'est un livre qui est accessible au grand public, si je puis dire, ou en tout cas aux gens qui s'intéressent un peu à ce qui se passe autour d'eux, qui soit non pas simplement de la vulgarisation, mais qui soit un livre, j'espère sérieux, j'espère honnête, mais aussi qui accessible et qui surtout soit une passerelle entre le public et ce que Madame Danescu et moi-même et Madame Da Silva aussi connaissent bien, les sources historiques qui sont aussi disponibles, notamment via l'Université du Luxembourg avec le CVCE, le Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe, mais qui sont tout de même qui demandent un certain exercice pour accéder, pour comprendre. On n'entre pas de plein pied dans le traité de Maastricht. Bon. Et alors je me suis dit, il fallait un livre qui permette de faire la passerelle entre les deux. Donc je me situe à moitié entre le travail académique strict, sensu, qui souvent est très difficile à lire, et le livre qui aurait été écrit d'une manière, je ne vais pas dire non documentée, mais sans faire directement référence aux sources. Voilà ce que j'ai voulu faire, et réussi ou pas, ça c'est une autre paire de manches. Alors, aujourd'hui même, quel est l'état d'esprit? Bien, je dois dire que l'état d'esprit, en tout cas pour moi, est le même qu'en fin 2018. À l'instant où nous parlons, ici pour le moment, à Bruxelles, on est en train de discuter le budget européen. Et alors, vous savez toujours très bien que quand on parle d'argent, quand on parle de budget, bon, personne n'est unanime à voter le budget. Et bon, évidemment, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais qu'apprend-on? Qu'est-ce qu'on a appris, je crois que c'est mardi dernier, c'est que la Hongrie et la Pologne donnent leur diktat à la ratification de ce budget. En fait, et alors j'en reviens, et je vais insister maintenant là-dessus, pour des raisons qui leur sont propres et qui ne sont plus des valeurs communes. Donc on en revient encore à ce problème-là. Est-ce qu'on respecte, oui ou non, les valeurs communes? Et alors, pour des raisons qui leur sont propres et qui sont intérieures, ils disent non, mais ils bloquent tout. Et là, évidemment, on voit que de nouveau, on est dans, et avec des propos, je veux dire cela, avec des propos qui sont parfois fort démagogiques. Donc voilà ce qui m'amène avec mes considérations sur l'Europe. Maintenant, je voudrais insister beaucoup sur ce qui, à mon sens, est le grand péché ou le grand problème en Europe, et qui est un problème historique. C'est en fait que les grands malheurs de l'Europe. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons eu 4 guerres européennes. Il y a eu les guerres napoléoniennes, qui ont quand même fait des millions de morts. Il y a eu la guerre franco-prussienne de 1870. Il y a eu la guerre 14-18, qui est d'abord une guerre européenne. Et il y a eu la guerre 39-45, qui a commencé en Europe. Et quand on regarde ces 4 cycles de guerre, l'origine de tout ça, c'est une espèce de convergence, une convergence de 3 éléments, le nationalisme, le militarisme et le protectionnisme. Et alors maintenant, en quelques minutes, je voudrais insister sur
ces trois éléments. Je passe au nationalisme. Je vous donne la définition qui est la définition du petit Robert. Le nationalisme, ce n'est pas le patriotisme, c'est pas le sentiment national qui est évidemment positif et sympathique. Le nationalisme, c'est une exaltation quasi exubérante et un attachement hyper passionné à un sentiment national en rejetant les autres. Hein, donc c'est le rejet des autres. Et qui s'accompagne parfois, et même souvent, carrément de xénophobie et de volonté d'isolement. Alors, on a des cas spectaculaires de mouvements nationaux dans le passé. Je ne prends qu'un exemple. Lisez toute la rhétorique de Mussolini et vous verrez très bien, il dit ce qu'est le nationalisme pour lui. Bon, on connaît Mussolini, on sait jusqu'où il a poussé l'argument. Le nationalisme a été une plaie et reste encore une plaie, une véritable plaie en Europe. On a eu les mouvements de nationalisme fin 19e qui ont débouché sur la guerre 14-18. Hein. On partait la fleur au fusil et on allait voir ce qu'on allait voir. Après la Première Guerre mondiale, pardon, on a essayé de réduire ce nationalisme, de coopérer en créant la Société des Nations, une initiative d'ailleurs qui vient du président Wilson, président américain, mais la Société des Nations, parce qu'elle était intergouvernementale, parce que elle avait des ambitions qui étaient exagérées, n'a pas fonctionné. La meilleure preuve que la Société des Nations n'a pas fonctionné, c'est qu'on a eu la Seconde Guerre mondiale. On a eu entre-temps la montée des extrêmes, qui sont tous basés sur un sentiment de nationalisme, fascisme, nazisme, stalinisme. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notamment quand on a eu la fin des Golden Sixties et les crises structurelles, économiques structurelles, on a vu réapparaître tant dans l'Europe de l'Ouest que l'Europe centrale et orientale, ce que j'appelle moi une sorte de néo-nationalisme. Et alors aujourd'hui, on a des mouvements, hein, vous les connaissez très bien, surtout d'extrême droite, mais pas seulement, qui circulent à gauche et à droite en Europe et qui se définissent comme nationalistes. Donc voilà, mais évidemment, c'est à l'encontre ou l'inverse évidemment de l'idée d'Union européenne et l'idée que je défends de solidarité européenne. Alors, là, le second terme, c'est le militarisme. Là, je crois que c'est facile à comprendre. C'est de donner la place première, non pas à la démocratie parlementaire, mais aux militaires. Alors, le militarisme, on va dire, oui, mais ça, c'est une vieille histoire, c'est la guerre 14, etc. Oui et non, parce que le militarisme prend des formes maintenant, enfin maintenant depuis au moins 30 ans, des formes qui ne sont pas nécessairement des armées, mais qui sont tout de même des milices. Pensons évidemment, par exemple, aux attentats. Pensons aux groupes paramilitaires, etc., etc. Donc, il n'y a pas que le régime des colonels qui pratique le militarisme. Le terrorisme se nourrit de militarisme, le hooliganisme, etc., etc. Et le troisième terme, qui peut paraître, donc, oui, ça, inutile de dire que le militarisme, on l'a vu très clairement à l'été 14, qu'on l'a vu dans les années 30, qu'on l'a connu dans la guerre froide, hein, avec les grands défilés militaires sur la place Rouge, par exemple, et d'autres.
Quant au protectionnisme, là, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre pourquoi c'est un danger. Un danger qui a frappé l'Europe à de multiples reprises. Parce que, au départ, il faut avouer que le protectionnisme, en soi, n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Comme le sentiment national est une bonne chose. Comme avoir une armée, une police est une bonne chose. Mais le protectionnisme, lorsqu'il est poussé trop loin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne veut plus commercer, qu'on ne veut plus faire du commerce avec ses voisins, qu'on ferme la porte et qu'on veut s'en tirer tout seul. Et ça peut arriver à des guerres douanières, des guerres commerciales, et on en a eu plusieurs jadis, par exemple avec les États-Unis. Et ça tourne toujours très mal, ces guerres commerciales. On a eu des guerres commerciales avec d'autres pays. Cela, c'est le protectionnisme, le repli derrière des barrières douanières. Et alors, ça peut aller très loin, et on l'a vu dans les années 1930, avec le régime autarcique de Mussolini, le régime de Franco en Espagne, le régime de Salazar au Portugal, etc., etc. Donc, vous voyez à quoi l'hyperprotectionnisme peut mener. Et alors, si vous mettez les trois ensemble, nationalisme, militarisme, protectionnisme, c'est-à-dire moi d'abord et les autres, ça ne m'intéresse pas, on voit jusqu'où ça mène, et en tout cas en Europe, ça a amené, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 4 guerres, 4 cycles de guerre. Et en fait, la construction européenne, quand elle a débuté, mais c'était pour stopper, et là, Jean Monnet était très clair, et Robert Schuman était très clair, Adenauer était très clair, c'est mettre un terme à ces trois pestes, si je puis dire, ces trois éléments destructeurs et qui divisent l'Europe. Donc, je répète, militarisme, nationalisme, protectionnisme. Oui, donc je vous donne ici quelques exemples du passé du protectionnisme, mais évidemment, quand on entend des slogans tels que America First, on sent bien aussi que derrière, il y a des notions de protectionnisme et on ne peut pas dire que ce soit particulièrement encourageant. Alors, ça, c'est le passé. Mais évidemment, vous lisez le journal et vous voyez très bien qu'il ne faut pas courir bien loin pour avoir des exemples de ce que ce problème européen peut donner. Alors, j'ai pris ici 2 exemples. Un, pour ne pas toujours pencher dans le même côté, un exemple qui est un attentat d'extrême droite, et ça j'y reviendrai un instant, l'attentat perpétré par les terroristes d'extrême droite en Italie en 1980 à la gare de Bologne et qui a fait des dizaines et des dizaines de morts, qui était un traumatisme. Et l'extrême gauche, c'est l'assassinat absolument extraordinaire, effrayant, d'Aldo Moro, par les Brigades Rouges le 9 mai 1978. Mais évidemment, aujourd'hui, nous avons bien des exemples d'assassinats politiques, etc., etc., en Europe et notamment en France. Je voudrais revenir un instant sur l'affaire Aldo Moro. Pourquoi? Parce que en 2018 encore, l'auteur italien, le romancier bien connu, Eri Di Luca, disait le 9 mai 2018, 40e anniversaire de l'assassinat d'Aldo Moro, et aussi la journée de l'Europe, il disait ceci, et c'est une phrase qui m'a fort frappé, et je vous demande de réfléchir à ça. La mort d'Aldo Moro n'était pas le début de quelque chose, c'était le sommet de rien. Eh bien, moi, je reprends ce que dit De Luca
en changeant un peu, nationalisme, protectionnisme et désunion de l'Europe, ce n'est pas le début de quelque chose, c'est le sommet de rien. Pour moi, tout ce qui est désunion, tiraillement, etc., on ne va pas se diriger vers un mieux, mais c'est plutôt le sommet de rien, et après ça, c'est le néant, pour moi. Bon, bien entendu, on peut ne pas être d'accord avec ça. Et bon, voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais en fin 2018, et vous sentez bien peut-être au ton de ma voix que maintenant, ben, je suis toujours à peu près dans le même état d'esprit, mais bon, il est clair, me semble-t-il, que le combat pour l'Europe, pro-Europe, n'est pas terminé, hein, ça c'est clair, que les valeurs communes européennes doivent, envers et contre tout, être défendues, et que ça demande bien entendu que tout le monde se met autour de la table et accepte les règles communes. Et donc, je suis aussi, mais alors, le fait aussi, c'est de ne pas être face à tout ce qui nous tombe dessus depuis 2018. Hein. On va voir le Brexit achevé dans quelques jours, on est en pleine pandémie, inutile d'en parler. Je ne vais pas être pessimiste avec tout ça, mais plutôt réaliste. Exactement comme Jean Monnet et Robert Schuman l'étaient en 1945. 1945, il n'y avait rien de drôle en Europe, mais ces gens-là ont pris à bras-le-corps les difficultés qui se présentaient. Et aujourd'hui, ben, on doit faire la même chose. C'est-à-dire la pandémie, ben, elle nécessite, et je reprends les termes de Robert Schuman dans la déclaration du 9 mai 50, il nous faut une solidarité de fait. Hein? Donc pas seulement dire ah oui on va être solidaire, mais il faut une solidarité de fait, être de fait solidaire, pas seulement en parole, en fait. Et alors excusez-moi, mais c'est ce qu'on est en train de discuter avec le budget européen à l'instant où je vous parle à Bruxelles. Est-ce qu'on va faire une solidarité de fait pour que les pays membres de l'Union européenne puissent tous profiter, si je puis dire profiter, du paquet d'espèces de plan Marshall pour sortir l'Union européenne du pétrin dans lequel on se trouve avec la pandémie? C'est ça la solidarité de fait. Hein. Et donc, il y a d'autres choses comme cela qui sont sur la table pour le moment. La crise des migrants n'est pas du tout réglée. Et alors, le Brexit, on va voir dans quelques jours ce que ça va nous donner. Donc, on a cette nécessité d'une solidarité de fait qui n'est pas simplement un vain mot qu'on va retrouver dans les livres d'histoire. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, voyons un peu... donc, je reviens, voilà un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je suis peut-être trop long, il faudra m'arrêter. Alors, donc, ce livre, il faut bien comprendre, hein, c'est un livre que j'adresse à un grand public. Parce que les académiques, ils connaissent ça mieux que moi, ils n'ont pas besoin de tout ça. Mais ce que je voulais, c'est donner un livre avec bon, une réflexion personnelle, bien sûr, une analyse que j'espère la plus objective et honnête possible, mais aussi en donnant chaque fois, autant que c'est possible, la possibilité de retourner aux sources. Alors peut-être que Madame Danescu et Madame Da Silva pourront en parler de ce qu'on l'on fait à l'Université du Luxembourg, parce qu'on a accès aux sources directes. Et dans ces sources, je vous assure, notamment des sources multimédia et des interviews et des exposés, il y a des choses sensationnelles qu'il faut, comme par exemple, écouter les propos de Bronislaw Geremek, qui a donné une très longue interview en son temps au CVCE, et vous comprendrez ce que signifie être européen pour
un intellectuel polonais. Monsieur Geremek était aussi très très grand historien, malheureusement il est décédé, et aussi député européen. Alors, je suis parti des projets d'Europe unie dans l'entre-deux-guerres, des projets qui n'ont pas abouti tout de suite, mais qui étaient un peu une mise en réflexion avant, donc en fait la période 1919-1945, on ne parle pas d'intégration européenne, on parle de, c'est la désintégration européenne la plus totale. Et alors, on a eu des projets, comme le projet d'Aristide Briand, par exemple, on a eu des projets européens, mais qui n'ont pas abouti parce que le climat était délétère dans cette Europe de l'entre-deux-guerres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas inutiles, parce qu'ils vont être repris après 1945. Alors, c'est ce que je vois, en fait, dans cet ouvrage. Ce que je vois, c'est la période qui va surtout, qui va de 1945 jusqu'à, disons 2014-15 par là. Et il y a évidemment plusieurs phases qui montrent bien, et ça c'est important aussi, que la construction européenne est une question de volonté et de prendre à bras le corps les problèmes. Ce n'est pas seulement une discussion académique ou des théories de politologues ou je ne sais pas quoi. En 1946-47, il n'était pas question seulement de faire de la théorie et des réflexions sur l'avenir, il fallait s'en sortir. Et la première chose pour s'en sortir, et ça a été le premier coup de pouce, ça a été évidemment le plan Marshall qui a imposé, une seule condition pour avoir les dollars américains, la coopération européenne. Les Européens devaient se mettre autour de la table. Ils n'y étaient pas prêts. On leur a dit, mes chers amis, maintenant c'est terminé, il faut se mettre autour de la table. Ça a donné, bon, ça c'est pour les historiens, l'organisation européenne de coopération économique, maintenant c'est l'OCDE, et ça a donné aussi le Conseil de l'Europe, ainsi que le Benelux. Toutes institutions qui ont été, qui sont toujours extrêmement utiles, notamment le Benelux, mais qui ont eu ou qui ont, aux yeux en tout cas de certains comme Jean Monnet ou Robert Schuman, qui ont un défaut, c'est l'intergouvernementalisme, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tous les gouvernements qui sont autour de la table soient d'accord pour qu'on avance. Il n'y a pas de supranationalité, d'autorité supérieure. Et c'est justement, je passe sur l'aspect militaire de ces considérations. Donc, en Europe de l'Ouest, il y a eu donc le plan Marshall et ses idées de coopération. Alors, on passe peut-être Et en Europe de l'Est, on a eu la même chose. Il ne faut pas oublier qu'en Europe de l'Est, on a aussi une intégration politique, économique, militaire, évidemment, sous la houlette de Moscou. Donc, on a deux formes, deux modèles d'intégration, et nous savons que le modèle soviétique s'est écroulé en 1990, et que notre modèle à nous, qui n'est pas parfait, loin de là, mais on vit toujours. Alors, je vais quand même avancer beaucoup plus vite parce que nous connaissons la période du traité de Rome, la CECA, le traité de Rome, etc., où là, c'était la période d'une intégration uniquement économique. Donc, c'était le marché commun, comme on appelait jadis à cette époque-là, qui va devenir plus tard le marché unique. Et on ne voyait pas d'autre chose à cette époque-là parce que c'était l'idée qu'il fallait progresser d'abord dans l'économie et qu'on verrait après. Et on a d'ailleurs peut-être bien fait de faire cela parce que d'autres formes d'intégration ont échoué, notamment la communauté européenne de défense qui a échoué complètement parce que c'était trop risqué, trop compliqué.
Alors, on a eu l'autre période du traité de Rome jusqu'au traité de Maastricht, qui était donc l'intégration du marché commun, et puis la dernière période, la période 57-1900 du traité de Maastricht a été la période donc du marché commun, mais aussi la mise en place de l'union économique et monétaire, la mise en place de la notion d'euro, de monnaie unique, etc. Madame Danescu connaît ça 100 fois mieux que moi. Les plans Werner, etc., etc. Donc mais on est toujours dans l'aspect économique et monétaire. Et c'est ce qu'on a fait, le reproche d'ailleurs qu'on a fait à cette époque, ou à l'époque du traité de Maastricht, de dire, mais oui, c'est l'Europe des marchands et c'est pas l'Europe de quelqu'un d'autre. Et l'étape suivante, mais c'est vraiment a work in progress, ça a été évidemment de passer au-delà et les efforts alors d'approfondir l'intégration économique. Ça, nous le connaissons, hein, c'est le marché unique. Achever ce marché unique, achever l'eurozone, les élargissements de l'Union européenne et alors l'avancée dans ce qui manque, évidemment, ce qui a manqué longtemps, l'Europe sociale. Et maintenant, nous voyons qu'on est bien encore au-delà de l'Europe sociale proprement dite, l'Europe de la santé, etc., etc. Mais à partir des années 1990, je ne vous apprends rien, qu'on connaît une immense mutation, une grande mutation, qui n'est pas seulement une transition, c'est vraiment un changement de monde. Et pour des gens qui ont mon âge, on sait ce que c'est. L'effondrement des blocs géopolitiques, hein, le bloc soviétique et le bloc de l'Europe occidentale, la désindustrialisation. Alors, par exemple, moi qui ai vécu en Wallonie, je peux vous assurer que je sais ce que c'est. Et évidemment, la globalisation des marchés. Tout ça, évidemment, a fait qu'on ne peut pas parler de l'Europe aujourd'hui comme on en parlait en 1950 ou 1960. Et on est évidemment avec des crises en cascade. Là, je ne vous apprends strictement rien là-dessus. Mais ce sont évidemment les défis. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'on le veuille ou non, il va falloir sortir de ces défis. Et alors, finalement, quand on décrypte un peu l'histoire de l'Europe, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est ce que avait dit Robert Schuman, c'est la solidarité de fait. Si on n'est pas solidaire, alors ça, évidemment, c'est difficile. Ce n'est pas gai, ce n'est pas toujours plaisant d'être solidaire, mais c'est comme ça que on peut, à mon avis, sortir de toutes les difficultés. En tout cas, c'est comme cela que les Européens jadis s'en sont sortis. Et alors, quand je dis les Européens, je ne pense pas seulement à l'Europe de l'Ouest, parce que si je ne m'abuse, Solidarność en Pologne, c'est bien, solidarité aussi. Et si Solidarność a réussi, si les Polonais sont sortis du pétrin dans lequel ils étaient dans les années 70, début des années 80, c'est bien par la solidarité. Solidarność. Que dire encore? Bon, ça je l'ai déjà dit, donc on est quand même encore un projet européen qui mérite, qui doit être critiqué. Hein. Bon, maintenant on le critique, bien sûr, toujours absence d'Europe sociale. On le voit très bien maintenant avec la pandémie, on voit très bien que la solidarité est nécessaire. Il y a alors, mais ça c'est pour les spécialistes, si je puis dire, tous les problèmes liés aux politiques structurelles de l'Europe, la politique agricole commune, la politique de la pêche, la politique régionale, etc., la politique de l'énergie, sortir du nucléaire ou pas, etc., etc. Et alors, le problème qui reste
enfin maintenant ça fait 30 ans que ça dure, il y a une déconnexion ou une perte de lien entre l'Europe, les institutions européennes et les citoyens. Et dont moi je fais partie, vous faites partie, on sent tous les jours qu'il y a un décalage entre l'Europe, Bruxelles, Strasbourg, etc., et le vécu quotidien. Et ça, évidemment, c'est absolument nécessaire pour l'avenir immédiat de travailler là-dessus. Mais alors, je voudrais dire ceci, que c'est pas seulement aux institutions européennes à faire leur devoir vis-à-vis du public, mais que c'est le public aussi, hein, de se réveiller et de prendre conscience et de s'informer. Hein, c'est facile de dire aux autres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous aussi, on doit commencer par s'informer, se tenir au courant, s'intéresser à ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais c'est exactement ce que les jeunes ont fait avec le climat. Hein. Ils n'ont pas dit, ah, il faut faire ceci, vous avez fait ceci, vous avez fait ça. Ils sont descendus dans la rue, ils ont dit, voilà, nous, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons faire. Ils n'ont pas seulement critiqué, ils l'ont fait. Bon. Mais ils n'ont pas fait que ça, hein. Ils ont proposé et ils proposent des choses. Et c'est ça, voyez-vous, le côté positif de l'affaire. C'est qu'il faut critiquer sans fin les institutions européennes. Il faut le faire, mais nous aussi, on doit faire quelque chose. Voilà. Oh, ben écoutez, avec ces paroles, je crois que je vais arriver au bout de ce que je voulais vous dire. Mais parce que c'est au fond pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour faire ce lien ou pour donner aux lecteurs et aux lectrices la possibilité d'abord de s'informer, de forger soi-même son opinion personnelle soi-même, individuellement, mais aussi de retourner aux sources, d'aller aux sources, dire, ah oui, mais René Lebout écrit ça, moi je voudrais bien voir où il a sorti cette idée-là, et retourner aux sources. Et alors là, vous avez les sources qui vous disent ce qu'il en était en 50, en 60, etc. Et c'est toujours extrêmement intéressant de voir les textes originaux, hein, et pas seulement les commentaires et les théories qui ont été faits sur des textes. Par exemple, allez relire, parce que c'est toujours très intéressant, les préambules des traités européens. Mais là-dedans, vous avez ce qui a animé les gens à faire le traité, à signer le traité. Est-ce que j'ai encore... Oui, donc, oui, alors aussi, l'idée qui ressort de tout ça et la solidarité de fait, c'est évidemment que notre Europe, c'est ce que nous et les États membres, nous voulons bien en faire, bien entendu. Hein, l'Union européenne n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. Hein. Nous avons ce que nous avons mérité, si je puis dire. Hein, donc, si on veut que ça aille mieux, c'est à nous de le faire. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire. Je crois que je vais terminer là-dessus et vous passer la parole pour les questions. Je vous donne simplement, oui, donc ça évidemment, oui, ce que l'histoire apporte, j'espère que je vous ai convaincu que l'histoire a quand même quelque chose à dire. Et alors, je termine en disant, voilà, l'ignorance et paresse, elle n'est jamais une excuse. Et donc, on a le devoir de comprendre et aussi le droit de savoir. Hein, donc, il y a devoir et droit. Et alors, si vous voulez continuer là-dessus, moi, je vous donne mon site web, si vous voulez, et mon adresse mail. Avec ce propos donc de solidarité, je vous remercie tout le monde. Je vous remercie surtout Madame Elena Danescu pour avoir organisé cette réunion. Et voilà. Moi, j'entends les questions, les commentaires, les critiques, si vous voulez.
Cher professeur, je vous remercie beaucoup au nom de tout le public qui était nombreux aujourd'hui à vous rencontrer virtuellement, à vous écouter, à vous voir, vous et Dr. Koppelberg, autour de l'Europe. Avant de mentionner la première question, qui a été déjà écrite dans le chat. Je voudrais vous remercier parce que vous donnez un tableau de l'Europe tel qu'elle s'est dessinée autour des 100 dernières années, mais vous lancez un avertissement sur cette cyclicité de cette triade nationalisme, militantisme, militarisme, protectionnisme qui revient régulièrement sur la scène européenne. Et donc cette paix durable et ce bien-être durable que les pères fondateurs ont envisagé pour l'Europe n'est pas gagné à jamais. Il faut lutter pour ça. C'est une lutte de chaque génération, si j'ose dire. La première question qu'un de nos participants vous pose, c'est alors que les jeunes descendent dans la rue pour le climat, comment expliquez-vous que les jeunes ne descendent pas dans la rue pour se battre pour une Europe politique et pour l'imposer aux dirigeants d'aujourd'hui? Oui, je réponds immédiatement. Bon, je ne peux pas parler à la place de ces jeunes, hein, mais je crois qu'ils descendent pour l'Europe politique en descendant pour le climat. Enfin, moi, le message que j'ai compris quand j'ai vu ces manifestations, c'est qu'en réalité, ils descendent pour une Europe politique, mais dans le sens politique dans le sens noble du terme. Donc la gestion de la police, la police, hein, de l'État. Je crois que c'est ça qu'ils veulent, hein, quand ils défendent le climat, ils défendent l'idée d'une Europe politique qui prenne des décisions politiques, notamment en matière climatique. J'espère que En tout cas, c'est le message que moi j'ai compris de leur manifestation. Donc et je crois qu'il y a justement là cette espèce de dynamisme qui pour moi elle est vraiment porteur. Mais je ne peux pas parler évidemment, heureusement. Je voudrais vous poser une autre question. Comment vous expliquez-vous le fait que l'Europe est de plus en plus présente dans la vie de tous les jours des citoyens? Donc ça se voit, ça se sent. Il y a également un engagement plus nuancé des citoyens en faveur de l'Europe, à regarder la présence des citoyens aux dernières élections européennes. Et pourtant, il y a une sorte de clivage entre l'establishment de Bruxelles et le citoyen. Qu'est-ce qui produit ce type de clivage entre le citoyen et Bruxelles? Je crois que ça c'est une question plutôt politologue, mais en tout cas, à mon avis, la réponse à donner est de nature historique, en ce sens qu'au début, quand je dis au début, au moins je dirais, jusqu'aux années 1980, c'était une forme d'Europe qui était construite par un petit cénacle, hein, et peu de gens finalement connaissaient très bien l'Europe. C'est vraiment en fait à l'époque que vous connaissez bien du plan Werner, etc., de la crise de la sidérurgie, etc., que on a fait une connexion entre l'establishment européen, hein, celle de la CK, etc., et le citoyen européen. Et c'est au moment d'ailleurs, à cette époque-là, vous vous en souvenez, 1979, les élections directes au Parlement européen, les projets Werner qui parlent d'Europe sociale, etc. C'est à ce moment-là qu'on commence à relier l'un et l'autre. Mais encore aujourd'hui, la connexion
est difficile, et notamment parce que nous n'avons pas encore d'élection directe des députés européens. Par exemple, moi, belge, je ne peux pas voter pour un candidat espagnol au Parlement européen. Et voilà. Et alors, donc, en fait, on fonctionne européen, mais dans son pays. Et on ne peut pas fonctionner européen au niveau européen. Je parle de l'Union européenne ici. Et je trouve que là, c'est un pas qu'il faudrait franchir. Et il faudrait, par exemple, qu'une femme politique ou un homme politique candidat qui ait une nationalité belge puisse se présenter aux élections européennes en France, en Espagne, en Italie, en Irlande. C'est une façon de voir les choses. Mais je crois qu'on l'a vu très bien encore aux élections dernières du Parlement européen. On a bien senti que certaines personnes ont dit, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas voter pour un personnage qui est allemand, qui est français, parce que je suis là en Belgique ou je suis à Luxembourg. Voilà. J'espère avoir répondu. Je crois que oui. Une autre question qui vous est posée est dans le contexte de la pandémie du Covid-19 où chaque pays a pris des décisions un peu dans son coin. Oui. Allô? Oui. Je dois attendre un petit peu pour avoir... Et où les frontières de l'Europe, oui. La question qui vous est posée est, ne pensez-vous pas que les dirigeants européens auraient pu saisir l'occasion de cette pandémie, qui est une crise pour toute l'Europe, pour montrer tout l'intérêt d'avoir une Europe unie et solidaire? Oui, là, bon, je vais donner mon sentiment. Donc, je ne parle que pour moi-même. Mais effectivement, moi, j'ai l'impression que c'était une triste occasion, mais une occasion qui a été loupée. Parce que pendant, si je ne m'abuse, entre le moment où on a bien senti que la pandémie était là, c'est-à-dire à la mi-février, jusqu'au mois de juin, l'Europe, en tant qu'Union européenne, si je me rappelle bien, a tergiversé, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Et ce n'est que fin juin, si je me souviens bien, que l'Europe s'est ressaisie et qu'on a commencé à parler des plans de sauvetage, on a parlé de milliards et de milliards que l'on a maintenant et qu'on est en train de discuter pour voir comment on va les répartir, etc. Donc, il y a eu un fameux décalage là, et ça, évidemment, c'est toutes les freins qui restent encore en Europe. Que dire d'autre? C'est un fait. Ah, voilà. Oui, voilà. Oui, il y a le son qui coupe parfois. Oui. Maintenant, on vous entend. J'aurais voulu rajouter, si vous permettez, que la santé n'étant pas une compétence communautaire, ça repousse dans leur retranchement les pays membres et chacun fait un peu à sa tête s'il n'y a pas ce type de concertation. Et donc c'est pour ça que lorsque vous avez mentionné le traité de la CECA, les bourgeons de la politique de la santé, aussi de la politique sociale, du modèle social européen, ont été dans les premiers traités européens. Mais par la suite, l'absence de volonté politique a fait que ça reste dans les compétences nationales. Une autre question qui vous est posée, c'est que les premières générations d'après-guerre ont créé une société qui accorde la priorité au principe coût-bénéfice. Et donc, par les temps qui courent et dans le contexte de la rigueur budgétaire, l'Europe est regardée comme quelque chose qui coûte.
Et donc, notre invité dans le public vous demande, voyez-vous une possibilité pour orienter le ressenti en faveur de l'Europe à bref ou à moyen terme, y compris en expliquant qu'est-ce que l'Europe coûte et qu'est-ce que l'Europe rapporte? La question du coût de l'Europe et des bénéfices qu'on en retire est une vieille question, hein, qui a été posée dès le début à Jean Monnet. On peut évidemment répondre d'une autre manière. Qu'est-ce que ça nous coûterait si on n'avait pas l'euro? Et ça, c'est difficile à mesurer. Mais ceci dit, quand on analyse de manière purement économique, financière, budgétaire les choses, évidemment l'Europe coûte très cher, on parle de milliards et de milliards, mais seulement il faut bien voir que deux choses. D'abord que ce n'est pas de l'argent, espérons-le, qui est purement dilapidé en pure perte, loin de là. C'est de l'argent qui sert de levier à d'autres initiatives. Donc, si on n'a pas cet argent-là, on ne sait pas faire d'autres choses. C'est le principe du levier, hein, de l'effet de levier. Hein, par exemple, c'est ce que fait la Banque européenne d'investissement. Il ne donne pas d'argent, il donne un levier pour provoquer les investissements. Et ça, c'est l'affaire importante. Donc, que l'Europe coûte, oui, mais seulement l'Europe permet de faire des opérations que chaque pays individuellement ne serait pas capable de le faire. Et je reprends un élément historique là-dedans. Le plan Marshall, c'était cela. Le plan Marshall, c'était des sommes colossales, qui ont été données par le Congrès américain. Mais ça a été donné pour faire un levier, pour permettre aux entreprises européennes de redémarrer. Si on n'avait pas eu le plan Marshall, c'est très simple, l'Europe, les entreprises européennes étaient incapables de se relever toutes seules. Donc vous voyez, évidemment, il ne faut pas seulement voir ça me coûte autant maintenant, il faut voir quel est l'impact que ça a à long terme. Et imaginons qu'on dise « Ah mais non, on ne donne plus rien » ou bien on réduit le budget européen comme certains veulent le faire, hein, on veut réduire. Mais il faut bien se dire qu'à moyen et à long terme, ça va se répercuter sur chaque citoyen européen. Parce que les sommes qu'on a prévues dans le cadre de la pandémie pour l'économie européenne, il faut quand même bien se dire que c'est directement pour aider des gens qui, pour le moment, sont dans l'incapacité de travailler, tout simplement, parce qu'ils sont enfermés chez eux, ils ne peuvent pas travailler. Donc, il faut les aider. Qui va les aider? L'État individuel, italien, français, portugais, ne saurait pas aider tout le monde. C'est matériellement impossible. Où aller chercher l'argent? Mais si on met tout ensemble, l'argent qu'on a, si on le met ensemble et qu'on fait un effet de levier en disant je vous donne 50% de l'argent pour faire quelque chose et aller trouver les 50 autres, vous avez un effet de levier. C'est comme ça que fonctionnent d'ailleurs les fonds régionaux, etc. On donne une certaine somme parce que les États s'engagent à donner l'autre moitié. Mais c'est comme ça qu'on provoque. Et alors, il y a des infrastructures, pour prendre un exemple concret, des infrastructures qui existent en Europe qui, sans le budget européen, auraient été purement et simplement impossibles à réaliser. Par exemple, les grands réseaux TGV, pour donner un exemple. Il y en a d'autres peut-être, je ne sais pas. J'espère avoir répondu. Il y a un commentaire qui peut-être va vous inviter à aller plus loin dans votre réponse. Comment faut-il alors expliquer ou mieux expliquer l'Europe, parce que les citoyens, ils agissent aussi par le ressenti des faits, et donc ce ressenti
faute de compréhension ou suite aux mauvaises expériences, pousse les électeurs vers les mauvaises décisions? C'est vraiment une question essentielle et qui est bien difficile à répondre, c'est-à-dire que faut-il faire pour faire mieux comprendre, je crois que ça passe en partie. D'abord, il faut expliquer, il faut donner l'accès à toute personne, l'accès à une information qui est impartiale. Je ne veux pas insister là-dessus, mais bon, je constate avec plaisir que, par exemple, tout le travail qui est fait à l'Université de Luxembourg dans ce sens-là, à ramasser des sources, vous savez cela mieux que moi, les sources primaires, interviewer les gens, etc., mettre tout ça à disposition sur le web, c'est une manière pour tout un chacun de comprendre un peu mieux. Donc, il y a d'abord, donc pour mieux faire passer la chose, il faut donner aux gens la possibilité de s'informer par eux-mêmes et pas seulement par des médias intermédiaires, qu'ils aillent directement voir ce qui se passe. Il y a aussi, tout bêtement, mais bon, ça c'est ma déformation d'enseignant, favoriser les cours, les séminaires, les débats sur l'Europe. Ça c'était. Or, on le fait, mais c'est pas suffisant à mon avis. On devrait aller beaucoup plus loin. Et je crois qu'il y a une véritable demande pour un débat qui soit franc, hein, pas simplement quelqu'un qui vient dire voilà l'Europe c'est beau et c'est très bien. Non. Et ça, je crois que c'est bien nécessaire. Au-delà de cela, mais c'est bien difficile, sinon qu'il faut, là c'est un autre message, il faut faire confiance aux médias, notamment journalistiques, je veux dire professionnels. Hein, c'est aussi à eux de faire leur travail là-dedans. Ils le font, mais c'est comme ça qu'on avancera. Voilà, je crois avoir répondu à la question partiellement de nouveau. Je vous remercie beaucoup. Et une dernière question, si vous le permettez. Vous avez parlé du fait de se montrer intransigeant face à ce délitement de solidarité auquel notamment la Hongrie, la Pologne ces derniers jours mettent l'Europe et l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Est-ce que l'Union, après le Brexit, peut se permettre de voir d'autres de ses membres menaçant de la quitter? Ben, elle ne peut pas se le permettre. Bien, alors là, vraiment, c'est un message tout à fait négatif que de penser ça. Et je crois qu'on y arrivera, que ce ne se passera pas comme ça. Hein. Il faut quand même. Je crois qu'à un moment donné, c'est un jeu de pression, un jeu de chantage, appelons ça comme cela, qui finira par se résoudre. Mais le danger dans cette histoire-là, c'est pas tellement le fait qu'au moment du budget, on avance ses pions, etc. C'est, comme je l'ai dit, les mots et les termes employés, ces discours ambigus, comme par exemple la démocratie illibérale. Ce sont des choses ambiguës, là. Et cela, je crois qu'il faut, et les propos qui peuvent être carrément démagogiques. Hein, et ce n'est pas seulement dans certains pays européens qu'on tient de la démagogie. Hein, en fait, on en trouve dans tous les pays. Mais donc, c'est cela qu'il faut combattre. Et la solidarité de fait, mais on se rappelle bien au temps de Jean Monnet, enfin pour ceux qui ont étudié cette période-là d'histoire, au temps de Jean Monnet, de Robert Schuman, les gens n'étaient pas d'accord entre eux, loin de là.
mais seulement ils se sont bien rendus compte qu'ils devaient passer outre et qu'ils ne pouvaient pas continuellement jouer du chantage, parce que quand on a signé les accords de la CECA, le traité de Paris, les mois qui ont précédé, il y a eu des chantages de toutes parts, notamment de la France. Mais à un moment donné, on a cessé tout ça. On s'est dit, bon, ben, c'est terminé, il faut accepter de jouer un jeu commun, d'accepter des règles communes, même si ce n'est pas toujours à notre avantage ou agréable. Bon. Mais d'un autre côté, il faut bien aussi voir l'Europe en dehors de l'Europe. Hein. Nous n'avons pas beaucoup de choix si nous voulons maintenir l'Europe au plan mondial. Nous n'avons pas beaucoup de choix. Hein. Et ce n'est sûrement pas en se divisant en 27 ou en 36 qu'on aura plus de poids. Cher professeur, je vous remercie beaucoup pour votre très intéressante conférence qui a exposé votre ouvrage. Ça, c'était le passé, c'était votre vision jusqu'en 2019. Maintenant, on regarde vers l'avenir et on sait que la nouvelle Commission européenne, avec Madame von der Leyen à sa tête, la première femme présidente de la Commission, a regardé dans son programme politique vers l'avenir, vers les valeurs, vers la projection de l'Europe vers le monde. Pour nous livrer cette analyse, j'invite Dr Stefan Koppelberg à prendre la parole. Merci beaucoup, Madame Danescu. Merci beaucoup, professeur Lebout. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation en tant que représentant de la Commission européenne au Luxembourg. Je voudrais surtout remercier au professeur René Lebout pour son livre. Déjà pour la bonne intention, mais surtout parce que je crois que c'est bien réussi. Vous avez dit que vous vouliez écrire un livre accessible, lisible. Alors, je vous confirme que même pour moi, comme allemand, c'est un livre très lisible et ça se lit bien. Et ça, c'est une chose qui nous manque parce que vous avez dit vous-même, la plupart des ouvrages sur l'histoire européenne sont plutôt lourds. Hein. Donc, merci pour ça. Je sais pas, ce n'est pas toujours qu'on a l'impression de vivre des moments vraiment historiques, mais je crois que 2020, sans doute, est déjà rentré dans l'histoire, en tout cas comme l'un des années les plus difficiles pour nos sociétés, pour nos valeurs, pour nous-mêmes dans notre vie quotidienne. Et oui, c'est vrai que personne n'était vraiment prêt pour cela. Et donc, il y a eu beaucoup d'hésitation au début. Et je crois que ça, il faut le comprendre parce que c'est vrai. Il n'y a pas eu assez d'Europe quand cette crise a commencé. C'est vrai. Et dans un premier moment, on a vu un manque de coordination, un manque de solidarité, même des frontières se fermer, surtout dans la perspective de Luxembourg, voir des agents armés contrôler la frontière au pont de Schengen le 9 mai. Là, il y a plusieurs contradictions qui sont vraiment très, très fortes et très choquantes. Mais avec un tout petit peu de perspective historique, finalement, c'est pas tellement surprenant. Je répète seulement un exemple. Et moi, j'ai un souvenir très vif exactement les mêmes réactions de panique, finalement. Des chefs d'État et leurs ministres annonçant les mesures que leur pays allait entreprendre. Je parle de la grande crise bancaire et financière. Donc, ça commence en 2008. Et c'est déjà en 2008. Tout de suite, Angela Merkel, elle est là à côté de son ministre des Finances, Per Steinbrück. Il y a Gordon Brown qui annonce d'autres mesures, un autre plan. Et Nicolas Sarkozy pour la France qui a encore d'autres idées. Et bien sûr, ça n'a rien donné. Une preuve, les bourses chutaient. Les cours aux bourses étaient en chute libre pendant des semaines. Jusque quand? Ça durait des semaines. Donc, jusqu'au moment où les mêmes personnages, dans le cadre d'un G20 mémorable, les 14 et 15 novembre à Washington,
G20, ils se sont mis ensemble, ils se sont mis devant les caméras ensemble. Dans le cadre du G20, il faut quand même se rappeler que dans le cadre du G20, l'Union européenne est bien représentée parce que ça fait 5 pays de 20. Donc la quatrième part des G20, c'est l'Europe, parce qu'il y a l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Union européenne qui est aussi représentée. Et c'est ça qui a stoppé la chute des bourses. Le moment que ces chefs d'État et gouvernement ont dit dans une déclaration solennelle, nous, on va se coordonner, on va se coordonner pour faire face à cette crise. C'est ça, ça a calmé tout le monde. C'était un effet purement psychologique, c'était une annonce, mais aussi suivi de fait. Donc, la Commission européenne a proposé une législation pour remédier à ce défaut de construction de notre union monétaire et économique qu'on connaissait toujours. On savait qu'on avait une union monétaire, mais pas une union économique, pas du tout, loin de là. Rien de coordination économique. Chaque pays faisait sa propre politique économique. Ça n'a pas trop changé, mais quand même, on a des instruments maintenant qui stabilisent un tout petit peu notre union européenne et monétaire. Excusez-moi, économique et monétaire. Donc cette année en mars, moi je reconnais, c'était les mêmes réactions de panique, la même cacophonie, fermeture de frontières, sans se coordonner, sans se parler, sans s'informer les uns les autres. Mais bon, il est aussi vrai qu'il n'a pas fallu trop longtemps avant que tout le monde se rende compte que il faut se protéger les uns les autres pour nous protéger tous. Et je crois qu'on a vu ça toujours dans l'histoire, dans les moments décisifs, il faut faire les choses ensemble. C'est les citoyens qui l'ont demandé. Moi, je suis très remerciant aux citoyens qui ont toujours demandé, et à chaque fois plus fort, aussi les médias d'ailleurs, les commentaristes, et l'Europe, elle est où? Bon, finalement, ça a fait écouter la Commission européenne qui a proposé des mesures, d'abord pour réouvrir les frontières qui étaient fermées, et après, pour se mettre d'accord sur ce qu'on pouvait faire au niveau européen, au niveau de la santé. Et ça, malgré le fait que, comme Dr Danescu l'avait dit, la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Comme d'ailleurs aussi l'Union européenne a très peu de compétences en politique sociale, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Et donc malgré ça, malgré le manque des compétences, il y a eu à chaque fois plus une action européenne très forte pour coordonner les politiques de santé publique. Ça commence par des choses qui semblent simples, mais il faut quand même le faire. Par exemple, la Commission européenne a mis en place des contrats cadres pour permettre à tous les États membres d'acheter le matériel de protection. Donc, des masques, des ventilateurs, mais aussi des médicaments, le remdesivir, c'est le seul médicament autorisé pour traiter le Covid. Et aussi des vaccins, on les a maintenant aussi. Donc, tout ça, on le fait ensemble. Et d'ailleurs, ça se fait au Luxembourg, pour ceux qui ne le savent pas, la direction santé publique de la Direction générale santé de la Commission européenne, elle est basée au Luxembourg, à Cloche d'Or. Et d'ailleurs, je suis aussi très remerciant au Grand-Duc Henri, qui a rendu visite à ces installations le 11 septembre, il y a une semaine, parce que ça donnait une visibilité à ces efforts. Donc ici au Luxembourg, il y a toujours eu ce service qui se coordonne avec tous les États membres. Le Grand-Duc a demandé, donc il y a maintenant, aujourd'hui, on a une réunion extraordinaire. Normalement, vous vous réunissez combien de temps entre Commission européenne avec tous les responsables des ministères de santé de tous les États membres. Et le responsable, John Ryan, le directeur responsable de la Commission européenne, a dit, bon, écoutez, en temps normal, on se réunit 2 fois par an. Et on a demandé, et maintenant, dans cette situation? Et la réponse était tous les jours, et parfois 2, 3 fois par jour, pour se coordonner. Ce qui est si intéressant, c'est que entre-temps, ça englobe pas seulement tous les États membres de l'Union européenne, aussi le Royaume-Uni, en tout cas jusqu'au 31 décembre, et je suppose que même au-delà, mais aussi les pays de l'espace économique européen, donc Norvège, Islande et Liechtenstein,
tous les pays candidats à adhésion au Balkan et même l'Ukraine. Et une chose que je veux souligner, parce que on a mentionné ça aussi, la solidarité au-delà de l'Europe, l'Union européenne s'engage, ça a toujours engagé déjà un certain temps, à partager, une fois qu'on aura accès aux vaccins, à partager ces vaccins avec tout le monde et surtout avec le tiers monde, avec les plus vulnérables, ceux qui auraient de plus mal à avoir accès. Donc je veux dire que dans la crise, tous ces États ont compris que les citoyens attendent une coordination renforcée des systèmes de santé européens et donc ils agissent ensemble. Et bon, ça montre encore une fois, professeur Le Bout, vous le savez très bien, et c'est aussi dans votre livre, en cas d'urgence, l'Union peut agir ensemble, même là où elle n'a pratiquement pas de compétences. Vous avez dit, professeur Le Bout, l'Union européenne est une question de volonté. Ah voilà, c'est ça. Quand on veut, on peut. Et bon, nous on a profité en tant que Commission européenne pour proposer mieux en tant qu'Union européenne aux crises futures, une véritable Union européenne de la santé. Ça a été annoncé hier. Et si on y arrive, ça va permettre d'avoir un mandat plus fort pour les institutions européennes pour monitorer les pandémies, gérer les matériaux de protection et évaluer les vaccins. Mais si vous me permettez, il y a un développement encore plus frappant, plus surprenant. Je mentionnais tout à l'heure la crise bancaire et financière qui commence en 2008 et qui a duré des années aussi. Et grâce à cette crise, bon, grâce c'est pas le moment, mais dû à cette crise, donc nous avons maintenant un bout de coordination de politique économique des États membres, ce qu'on appelle le semestre européen, plus de la législation, je ne vais pas détailler. Je dis que ça ne suffit pas. Donc, dans le contexte de cette crise, qui est tout d'abord une crise sanitaire de premier ordre, mais aussi une énorme crise économique. Même le Luxembourg se trouve en récession. C'est quand même qui aurait dit ça il y a un an. Je crois que dans le contexte de cette crise, le chef d'État et gouvernement ont finalement, après des années et des années, réussi à se mettre d'accord sur une proposition de la Commission européenne qui va donner un budget européen historique de 1800 milliards d'euros pour les prochaines années. Bon, il y a une part qui est, disons, plutôt routine. C'est pas évident. Vous l'avez mentionné aussi, professeur Lewis, arriver à se mettre d'accord sur un budget européen. Je parle du cadre financier pluriannuel pour 7 ans à venir. Ça a été toujours très compliqué, beaucoup de chantage. Vous avez bien expliqué tout ça. Mais ce qui est étonnant, que donc finalement le budget européen de ce 1800 milliards, ce n'est que 1074 environ belge, milliards d'euros. Mais la chose étonnante, c'est qu'on ajoute jusqu'à 750, voire plus, milliards, parce qu'on commence pour la première fois dans l'histoire, en tant qu'Union européenne, à emprunter sur les marchés pour financer ce qu'on appelle Next Generation EU. Et ça, c'est quelque chose dont on a parlé pendant des années, les fameux Eurobonds. Là, on ne les appelle pas comme ça, mais en fait, c'est ça. On emprunte sur les marchés financiers, ce qui est très facile, parce que la notation AAA de l'Union européenne, ça fait très facile de s'endetter sur le marché. Et on l'a vu déjà, parce qu'on l'a fait déjà, dans le cadre du programme SURE. Vous avez un peu touché à ça aussi. Pour aider aux États qui sont déjà fort endettés à aider aux gens de maintenir leur emploi, et aussi aux employeurs de maintenir leurs gens dans l'emploi, il y a le programme SURE, S-U-R-E, qui est ça, et qui marche de la même façon. Et d'ailleurs, j'étais là quand c'était l'ancien public au Luxembourg. C'est encore une fois au Luxembourg, à la Bourse de Luxembourg, Lux Exchange, où ces papiers ont été vendus. Et d'ailleurs, je ne sais pas combien de fois survendus. Donc, à la place de la première partie de 17 milliards, on aurait pu vendre 230 milliards.
Juste pour dire, ça marche très bien, mais c'est une vraie révolution. Pendant des années, ça a été proposé par les têtes les plus intelligentes si on veut stabiliser l'Union, l'euro finalement. Il faut ça comme mécanisme de stabilité. Bon, maintenant, on l'a. Pour l'instant, on ne dit pas qu'on va le pérenniser, mais bon, une fois qu'on l'a fait une fois, on voit que ça marche. Et moi, je suis admiré et toujours surpris que finalement on y soit. Sûrement, bon, le pas vers la supranationalité fait avec la CECA, c'était encore d'une autre envergure, mais quand même, je crois qu'on a démontré, les États membres finalement, ont démontré que quand le besoin est fort, quand l'urgence est forte, ils savent être à la hauteur du défi. Bon, je vais terminer à peu près ici. Bon, peut-être quand même rappeler 2020, c'est l'année de la grande crise, mais c'est aussi l'année du 70e anniversaire de la déclaration Schuman. C'est l'année du 50e anniversaire du plan Wagner qui proposait justement donc établir l'union économique et monétaire, dont Madame Danescu est une grande experte. L'année des 35 ans de l'accord de Schengen, qui a beaucoup de coûts cette année, mais qui garantit toujours l'ouverture des frontières, même lorsque momentanément il y a des limitations en place. Et également l'année du 20e anniversaire de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, ça restera dans la mémoire 2020 comme une année qui a montré que dans une crise de l'envergure qu'on a, la solidarité est importante, plus que jamais, et que l'Europe est quand même le cœur battant de la solidarité dans le monde. Et dans ce sens, encore une fois, un grand merci au professeur Lebout pour son ouvrage qui finalement est surtout un message d'espoir et bien argumenté et justifié. Merci. Merci beaucoup, Dr. Koppelberg. Madame Danescu. Oui. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Dr. Koppelberg, pour vos regards croisés sur le passé, le présent et l'avenir de l'Europe. Je remercie encore une fois nos partenaires d'aujourd'hui, la représentation de la Commission européenne, le Bureau du Parlement européen au Luxembourg et la Robert Schuman Initiative for European Affairs de l'Université de Luxembourg, dont le professeur Lebout est membre fondateur. Je remercie encore une fois les DIC de l'université et ma collègue Johanna da Silva et je vous propose de rester sur ce message d'espoir pour l'avenir de l'Europe, d'une Europe solidaire, d'une Europe de valeurs et aussi d'une Europe de citoyens, parce que cette année ont été ouvertes les consultations citoyennes pour l'avenir de l'Europe et je vous propose de se donner un rendez-vous dans quelques temps pour justement faire le bilan de ce que ces consultations ont apporté pour le futur de l'Europe et le futur des prochaines générations. Encore une fois, un grand merci à tous et à toutes pour votre participation, notamment à nos deux orateurs invités. Et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire de l'EDIC qui sera au mois de décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Et merci beaucoup, Johanna. Merci beaucoup, Dr. Koppelberg. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.